Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est la combien? La 8e. Oh là. Et vous nous suivez encore jusqu'à là? C'est beau. C'est beau. Ouais. 8e interlude culturel. On monte le planning tout de suite parce qu'on est des fous. Alors nous avons... On voit pas que c'est pas préparé à l'avance. C'est ça. Tout est marqué là, mais... Heureusement que la post-production est là pour nous sauver. C'est ça. Merci post-production. 8e interlude culturel. Donc, évidemment, Là, il a rappelé le relais, on sait pas. un programme, Il y a le Marie-Mar. un programme chargé, très chargé, avec évidemment des films, de la musique, des séries, et évidemment Peut-être quelques livres. On verra bien. Il faut Qu'est-ce tout qui pour se faire un passe. monde. Mais en tout cas, on passe tout de suite avec notre première catégorie. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. You can stop. Sugar man, You don't want to. 'cause I'm When weary you want to stop. of those double games I hear. She was everything to me. Sugar man, sugar man. Alors, aujourd'hui, je vous présente Candy, de son nom, parce que c'est le prénom de la demoiselle qu'on voit sur l'affiche. Candy, c'est un film australien sorti en 2006, réalisé par Neil Armfield, qui a été sélectionné... Non, il est pas connu, il a fait que ce film en fait. et qui a été sélectionné au Festival de Berlin, mais qui pourtant est inconnu chez nous. D'accord. En Et fait, pourtant, ce film... on a des acteurs connus dedans. On Ouais, a attends, quand même attends. Geoffrey Rush qui est très connu, et pour moi Heath Ledger qui est un acteur excellent, que la plupart des gens connaissent uniquement pour le Joker dans The Dark Knight. le Joker dans Je pense que Dark les gens Knight, savent même pas que c'est Mais lui. c'est surtout... Et- il a joué dans Brokeback Mountain, et genre il a bah, joué dans d'autres trucs. Brokeback Mountain, voilà. C'est un acteur qui est très bon et qui est malheureusement disparu trop tôt, mort le 23 janvier 2008. Ou 22, le 22. Il a une incierge le 23 janvier. Ouais, étant donné que c'est son acteur 22. préféré, Mais il ça a va. retenu toutes ses dates. Tous les 22 Il est né quand janvier, il est né le 4 avril 79. Il s'est marié combien de fois? Il s'est marié une fois. Ah voilà. Sa fille, elle Il l'a avait quel âge quand il s'est dépucelé? je sais pas. Non, bref. Non, bref, Kenzie. Dis-nous tout. Je suis l'intérêt si tu veux. Alors ce film, Candy nous tout sur ce film. Candy. En gros, qu'est-ce que c'est Candy? En fait, c'est adapté d'un livre de Luke Davis que j'ai lu aussi. D'accord. C'est un livre qui est très connu en Australie. Davis, Et il qui- est quand? Je sais pas, je m'en fous en fait. C'est un livre qui parle pas de chat qui miaule. C'est un livre qui est très connu en fait en Australie. Et c'est pour ça que le film est australien. Et en fait, il est pas venu chez nous. Je sais pas pourquoi du tout. Et il est juste été diffusé une fois sur Arte. Ah, Il c'est y a bien, genre plein de de films comme ça, genre Memories of Murder qui est jamais arrivé chez nous alors que c'est un Ouais, monument. voilà, mais genre, et enfin là, ce film, en fait, gros, il n'y a pas de suite français. Enfin, moi, je sais pas, Ah, il n'y a pas de titre français. Enfin, t'en trouves, mais non, mais quand moi je l'avais en 2002, je l'ai Ah, quand carrément, donc c'est un film. je l'ai en 2009 là. Ouais, mais fond- non, mais depuis il y a des personnes qui ont fait les Oui, sous-titres, j'imagine. Mais vraiment pas beaucoup, hein. Ouais, voilà. C'est dur. Ça existe. Mais tu peux trouver le film en full en entier sur YouTube en HD, mais pas avec sous-titres. D'accord. Et sous-titres anglais par contre. Bah, si jamais. putain, donc c'est vraiment un film de Cambrousse. Donc en gros, alors, sinon, Ton film préféré. c'est mon deuxième film préféré. Mais c'est un film qui dégage ce chat, il fait chier. C'est un de mes films préférés parce que c'est un film, enfin je sais pas, il est vraiment super important pour moi parce que c'est difficile à expliquer, c'est super personnel, et je l'ai vraiment adoré et Ça parle de drogue. Je l'ai vu énormément, je l'ai vu énormément de fois. D'accord. Alors ouais, donc C'était le film que j'ai le plus vu toute ma vie. Donc ça parle d'un couple, donc Candy et Dan. Donc Candy qui est joué par Abby Cornish qui est excellent dans ce film aussi. Et c'est un couple amoureux qui sont drogués en fait. Ils sont drogués en fait. Ils sont drogués à l'héroïne. Ça part. Le tout début du film commence au moment où L'héroïne, c'est pas ouais, Abby c'est elle, Cornish. l'héroïne c'est à la fois Candy et l'héroïne. Voilà. Ok. Et donc du coup, et le film commence en fait à la deuxième scène du film, c'est quand Candy va prendre l'héroïne pour la première fois en intraveineuse en fait. Avant, elle la sniffait juste et c'est là que le film vraiment démarre en fait. Ils vivent une idylle et tout va se tourner autour de cette relation entre la drogue et l'amour. Donc c'est à la fois un film sur la drogue et c'est à la fois un film sur l'amour. Et c'est pas un film sur l'un ou sur l'autre. C'est un film sur les deux en fait. La façon de vivre l'amour quand t'es dans des conditions comme ça. Et c'est vraiment ce que je trouve très intéressant. c'est différent de Requiem for a Dream. Ça n'a rien à voir en fait. Enfin, en gros, ce qui est génial en ça, c'est que le livre il a été écrit un peu sur la vraie histoire de l'auteur. Donc c'est très très proche du vrai vécu des addicts et c'est très parlant dans le film en fait. C'est vraiment très très précis et très pointu sur comment ça se passe, enfin l'addiction et genre sur les mécanismes de l'illusion, sur comment tu fais pour chercher de l'argent, ce à quoi tu penses tout le temps, c'est vraiment chercher de l'argent et genre ton plaisir immédiat, donc la drogue et ta copine, enfin voilà.
D'accord. Et alors, Euh, un petit peu, on se doute que c'est très bien joué, puisque C'est extrêmement bien joué. Pour moi, c'est la meilleure performance d'Heath Ledger devant le Joker, parce que le Joker, c'est un personnage, tu vois. et là c'est un homme. Et là, c'est un homme, et tu vois, est vraiment très très fin dans le jeu et les émotions. Et c'est un film qui et Abby Cornish, qui est très peu connue, elle est excellente dans ce film, et vraiment, elle porte le film autant qu'Heath Ledger, mais elle est brillante. Et Geoffrey Rush, il n'est pas là beaucoup dans le film, mais il joue bien. Geoffrey Rush, qui est un acteur connu, mais il a, enfin, pour les films les plus connus, il a joué le Pirates des capitaine Caraïbes. dans Pirates des Caraïbes. Il a aussi joué celui qui apprend à parler Dans le discours d'un dans roi. le discours d'un roi, voilà. C'est un film qui dure combien de temps? Il dure 1h46, un truc comme ça. Que des vraiment. Non, mais un truc comme ça, enfin, je sais Combien de plus, secondes 1h46, ouais. précis. Non, en gros, c'est un film qui est très marquant parce qu'en fait, il passe par 3 étapes qui sont l'enfer. Non, commencent par le paradis, la terre et l'enfer en fait, et c'est découpé comme ça. Et tu vas vraiment la progression de leur relation, de leur couple, et qui passe par des étapes très difficiles et des fois merveilleuses et dures. En fait, c'est un film qui peut être vraiment très dur à voir. Des fois, il y a des passages qui sont qui sont pas glauques, tu vois, mais qui vont vraiment te choquer et te prendre au cœur. Et en même temps, il y a des passages d'amour, tu vois, où c'est vraiment super fin. C'est pas du tout en cliché amoureux, et C'est vraiment beau quoi, c'est dans la finesse. c'est dans la finesse et vraiment dans la relation, et c'est très pertinent. Et la fin du film, elle est vraiment brillante. Enfin, je la trouve parfaite. Et Elle est aussi bien, enfin, c'est une bonne adaptation du livre en fait, au final. j'ai lu le livre. C'est peut-être trop de choses. C'est différent. En gros, c'est Comme chaque adaptation, le c'est livre, différent. le livre, c'est plus comme le livre, c'est quand même plus sur l'addiction, Ouais. et le film, c'est quand même plus sur l'amour, tu vois. D'accord. Mais en gros, l'adaptation intelligente, bon, on en reparlera. Enfin, j'en parlerai peut-être plus tard, donc si je parle du livre, mais je pense pas. Mais en gros, il y a quand même des différences, mais pour moi, c'est une très bonne adaptation. C'est même l'auteur qui a écrit le scénario du film en fait. D'accord. Ah bah, oui, ça va, on est sûr. Donc comme ça, c'est sûr. Le film, je trouve qu'il y a vraiment des idées de mise en scène qui sont vraiment pas mal alors que à certains moments, et alors que pourtant c'est pas vraiment là où tu l'attendais, mais il y a vraiment des plans que je trouve vraiment beaux, et genre des idées, vraiment des idées visuelles. Par contre, après c'est un film qui peut paraître un peu classique dans sa forme, parce que ça parle d'amour, ça parle de drogue, et c'est pas le genre de film que je pense que les gens érigeraient au statut de chef-d'œuvre absolu, mais pour moi c'est vraiment un film qui est fort et qui est super intelligent, et c'est pour ça que c'est un de mes films préférés, parce que il m'a vraiment marqué, et je l'adore. En fait, c'est difficile d'en parler. Oui, Ouais, non, t'as bien fait t'inquiète, hein. comprendre ce qu'il y avait dans le film, t'inquiète pas. Du coup, ce qui est vraiment dommage, c'est le manque d'accessibilité, parce que Voilà, c'est ça ça. peut rebuter énormément de gens. Que Et ça, c'est pour regarder un film en Après, VO, tout le ouais. monde n'est pas Surtout capable de que faire. je l'ai vu, c'est trop bien, et pas de sous-titres, même pas en anglais, what Même pas, ah, t'as même pas de sous-titres anglais? dans le DVD en tout cas. Ouais, c'est chaud, quoi. C'est dur. Donc là, si vous me connaissez un peu sur genre si je vous réponds sur YouTube, vous voyez que ça, généralement c'est mon avatar, ou sur Sens Critique, Pourquoi t'as pas choisi genre, je sais pas. parce qu'elle est bonne. Moi, Et au niveau de la musique, ça donne Ouais, voilà, quoi? justement, au niveau de la Parce musique que- et de la Parce que, direction artistique. en fait, dès que c'est un peu drogué, moi j'ai tendance à assimiler ça à de la musique un peu fandarde où ça pète un petit peu des câbles. Moi, je vais rappeler du violon. La musique, Alors. il y a pas, il y a un petit peu, C'est de la musique d'ambiance ou. Il y a pas vraiment, en fait, il y a pas vraiment de musique. Les musiques qui sont utilisées, c'est beaucoup de musique de licence. Genre, t'as des petites chansons. T'as le thème principal du film, en gros, c'est tourne autour de Song of the Siren. Song of the Siren de, comment il s'appelle, Tim Buckley, je crois. Ouais, je crois. C'est ça, et avec une reprise de cette chanson-là. Et ça rend le thème du film musical du début et de fin. Et sinon, il y a beaucoup de musiques qui sont bien utilisées, je trouve qu'elles vont plutôt pas mal. Et des fois, ils reprennent un peu de musique classique, je crois, du Mozart. D'accord. Mais genre, la musique est vraiment pas mal. En termes de direction artistique, je trouve que la photo est vraiment belle à certains moments. Sinon, des moments, c'est assez plus classique. Mais c'est vraiment un film qui va vraiment qui pose des questions, sur les relations, et puis sur la drogue, c'est vraiment super intelligent. Donc moi, c'est un film que je recommande vraiment énormément, que j'adore. Je l'ai déjà dit plein de fois, je le connais par cœur entier. Je connais tous les dialogues, je peux te le réciter si tu veux. Non, mais on sent que c'est un film qui t'a marqué, tu vois. Ouais, Ça, voilà. Ok. Enfin, Je suis le voir genre 50 fois. Merci. Comme ça. Merci, Gag. Merci. Ça De fait rien. plaisir. merci de t'être confié.
Alors, Dexter. Qu'est-ce que c'est que Dexter ? Je pense que la plupart d'entre vous connaissent. C'est une série qui s'est étalée de 2006 à 2013, donc sur 8 saisons, qui parle d'un serial killer, en fait, et qui... et en fait, il est policier. Par policier, il participe à des enquêtes. Il analyse le sang pour les enquêtes. En fait, c'est un rat de laboratoire. En fait. Voilà, il fait les analyses. Et puis il va aussi sur les lieux du crime pour, par exemple, regarder dans quelle direction le sang est parti pour savoir comment le meurtre a été commis. Police scientifique. C'est ça. Donc Dexter qui est joué par Michael C. Hall. Michael C. Hall qui a été connu par Six Feet Under, qui est une série dont je parlerai plus tard, et qui est vraiment un acteur excellent, qui ne mérite pas du tout dans toutes les 8 saisons de Dexter. Il est excellent. C'est un serial killer. Donc c'est un serial killer. En fait, ce qu'il fait, c'est quelle marque de Nestlé Alors en fait, le truc c'est que il tue des criminels. Enfin, le jour c'est l'homme, c'est le mec bien qui bosse pour la police, et la nuit il chasse les criminels, les arrête. C'est un espèce de justicier un peu. Ouais, c'est pas un justicier. Parce qu'en fait, il tue pour lui en fait. Il tue pour lui. Parce que genre il est obligé de tuer. Il a des pulsions. Voilà, c'est ça. Mais du coup, je pense que les gens qui méritent de mourir. Parce qu'en fait, son père adoptif, c'est ça. Et parce qu'en fait, c'est son père adoptif. Il a vu qu'il avait ces pulsions parce qu'en fait quand t'es petit tu tues des animaux, tu vois, et du coup il savait que Dexter il finirait par tuer les humains, et du coup pour contrôler ses pulsions, donc, il lui a fait ce qu'il appelle le code en fait. Donc tout le temps Dexter toute sa vie il a respecté le code de son père, donc Harry, tu vois. Il n'empêche qu'en plus c'est vrai, la plupart des serial killers s'amusaient déjà à disséquer les animaux vivants quand ils étaient petits. C'est comme ça que ça démarre. Donc généralement si vous avez fait ça rendez-vous à la police. Inquiétons-nous. Ah merde. Donc, et du coup il a respecté le code, donc en gros c'est pour méticuleusement à la fois ne pas se faire rattraper. Donc en gros la règle numéro 1 c'est ne jamais se faire prendre, tu vois. Donc il va devoir, par exemple quand il va tuer, il va bâcher une salle entière pour qu'il laisse aucune empreinte et tout. Donc il va tuer les gens dans une salle qui est bâchée, et donc il ne laissera aucune trace de sang, aucune empreinte, etc., tu vois. Donc il lâche tout le plastique. Bah il l'achète en magasin. C'est vrai que c'est un peu louche quand tu y penses. C'est ce qu'on... Alors, il n'y a pas que 2 saisons. Non, c'est 2 saisons que notre ami Ratchet & Black c'est en DVD. Ouais. Moi chez moi j'ai la saison 1. Il y avait une promotion à l'époque, j'avais le Visiteur du Futur que je voulais acheter en DVD. Et t'as toujours pas regardé ces 2 saisons. Et voilà. En vrai il y a 8 saisons donc. Le truc de Dexter c'est que sur chaque saison en fait va y avoir un arc narratif principal en plus d'un arc narratif par épisode. Non, tout à fait, ouais. Et souvent il y a un serial killer par. Enfin en gros il y a un serial killer adverse. D'accord. En gros, dans saison 1, Dexter va un peu affronter l'Ice Truck Killer en fait. Enfin, le tueur frigorifique en VF. Un truc comme ça. Ouais, je sais plus c'est quoi, je sais pas. Mais le Ice Truck Killer, bref. En gros, au fur et à mesure des saisons, comme tu dis, généralement, il va y avoir un serial killer adverse, donc sur lequel Dexter il va enquêter. Du coup, parce que du coup, c'est pas centré qu'autour du personnage de Dexter, parce qu'il y a toutes ses relations, du coup. Donc, sa famille, notamment. Notamment, sa sœur adoptive, du coup. C'est qu'il dit tout le temps. Ouais, c'est ça. J'ai vu quelques épisodes en VF, j'ai fait mais t'as hâte de dire putain, ça. En VO, c'est marrant parce qu'elle t'es vraiment un putain d'enculé, fils de putain, franchement. En VO, elle est vraiment hyper impressionnante, elle est excellente. Jennifer Carpenter, elle s'appelle, elle joue vraiment très très bien. Elle joue dans l'exorcisme d'Emily Rose d'ailleurs. Ah ouais. Elle joue dans le remake américain de Rec. En quarantaine. Super carrière. Non, mais dans Dexter, elle est vraiment excellente. Elle fait partie des acteurs qui portent moi, la série. c'est le duo qui porte la série. Les autres qui sont un peu. Ouais, évidemment. Quoi ? En fait, du coup, on va dire Dexter, en gros, c'est excellent sur 4 saisons. Enfin, il est beaucoup moins la 3e saison. Je vais étayer un petit peu, genre au niveau des saisons, voilà. Ouais. Globalement, il y a vraiment une cohérence au niveau des 4 premières. Moi, une de mes préférées, c'est la 2e. La 3e, la 3e, j'ai vraiment adoré aussi. Peut-être parce que voilà, ça serait. Bon, la 3e, elle est quand même assez originale et tout. Moi, j'ai vraiment bien aimé. La 3e est pas mal. Pas trop. En dessous de la 1 encore, qui était plutôt intéressante, qui posait bien les bases. La 1, finalement, c'est une de celles que j'ai le moins apprécié entre guillemets, parce que j'ai trouvé que les ficelles étaient hyper invisibles. Et en fait, je sais que par exemple, c'est pas le cas de Gag, mais moi j'ai vu Dexter saison 1 et genre je comprenais tout, genre 2 épisodes à l'avance à chaque fois. Et du coup, j'avais toujours une longueur d'avance sur le truc, mais ça me faisait pas ça pour les. Moi, ça m'a fait ça pour la saison 6, où c'est toi qui t'es fait avoir et moi j'ai parce que pour la saison 6, je regardais épisode par épisode et toi t'es tout regardé d'un coup. Je pense que ça joue en fait quand tu regardes tout d'un coup et que t'enchaînes les épisodes. C'est pas que ça, tu vu. Ah si, parce que t'as. C'est à peu près. Parce que genre quand t'as une semaine de battement entre chaque épisode, tu sais, genre t'oublies certains détails, certains trucs, etc. Alors que quand t'enchaînes les épisodes, t'as vraiment une meilleure visibilité. Et la saison 1 de Dexter, j'ai peut-être torché en une semaine, donc. 12 épisodes, c'est bien ça. 12 épisodes par saison. C'est pas. Non, c'est pas trop. Mais c'est 12 épisodes, 50 minutes. Ouais, voilà. Et c'est quand même 8 saisons, donc c'est assez long. Et le problème, c'est qu'à partir de la saison 7, moi je trouve que ça commence
commence un peu à retomber. Non. À partir de la saison. En fait, après la saison 4, déjà. La saison 4 est excellente. La saison 4 est excellente. Après la saison 4, je trouve déjà qu'il y a une baisse. En fait, la saison 6, ça remonte un peu, puis à partir de la saison 7. On a le même avis, c'est bon, c'est cool. Mais en gros, pour les 4 premières saisons, il y avait un showrunner dont j'ai oublié le nom, je savais à une époque. Donc, un showrunner, c'est celui qui gère la série, qui gère un peu en gros comment ça se passe. Il est parti à la fin de la saison 4, et après, à partir de là. En fait, et la saison 5, ils ont fait n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Non, mais moi, j'ai pas réussi à saisir un truc genre. Dexter saison 5, c'est niaise. En fait, le problème de la saison 5, c'est que le problème de la saison 5, c'est qu'elle mène nulle part pour la suite de la série en fait. Non, avec le tombi, en fait, c'est surtout ça. Mais à voir en soi, moi j'ai passé un bon moment dans la saison 5. J'étais super déçu. Parce que franchement, après la saison 4 que j'avais adoré, j'attendais trop de trucs et j'étais super. Bah après, moi on m'avait dit qu'elle était moins bien et tout, donc ça m'a pas dérangé fondamentalement, tu vois. Moi je trouvais qu'on commençait un peu à tirer beaucoup trop sur la corde. Disons qu'elle était classique, c'était une saison des classiques. La saison 6 elle est classique, mais elle est vraiment bien. Elle est bien. Et les gens généralement ils l'aiment pas, mais moi je trouve qu'elle est bien, elle est classique, c'est clair, mais il y a vraiment des idées qui sont cool. Ouais, ah ouais carrément, et elle a une putain de fin. Ouais c'est clair. Mais après du coup les saisons 7 et 8 n'arrivent pas à vraiment, enfin en gros pour moi les saisons 7 et 8 elles abordent un arc narratif qui est vraiment très intéressant, mais jamais ils arrivent à rentrer dans l'intensité réelle. En fait il y a un truc qui est vraiment très intéressant, on va pas se spoiler évidemment, mais genre par contre bien, mais l'exécution est... Mais en fait, c'est qu'après, ils se perdent dans trop d'intrigues qui servent à rien. En fait, à partir de la saison 7, t'as l'impression qu'il y a 3 intrigues par saison, alors que c'est 12 épisodes. Du coup, dans un épisode, dans l'épisode suivant, ils vont annuler les idées de l'épisode précédent, alors que c'était cool. Et du coup, en fait, t'as l'impression que ça mène à rien, en fait. C'est exactement ça, c'est qu'en fait, ils oublient un peu ce qui se passe au fur et à mesure où ils le font. Et finalement, en fait, du coup, et Dexter, surtout, en plus, ce qui a été très controversé, c'est sa fin. Oui. Ouais, non, mais elle est pas aussi nulle que les gens le disaient déjà avant que je le vois. Elle est. En fait, le truc c'est quand elle sortait, le dimanche, t'avais la fin. T'avais la fin de Breaking Bad, et lundi t'avais la fin de Dexter. Alors en comparaison, c'était très clair. Non mais forcément, c'est clair que ça va pas. Après, voilà, les gens ils étaient là sur et tout. Du coup, je m'attendais à une fin nulle. Elle est pas bien, mais elle est nulle. Les 3 derniers épisodes. Par rapport à la fin de Non, mais je sais pas, j'ai pas vu l'autre. Non, pas les 3 épisodes. Moi, je suis vraiment pas d'accord. Les 3 derniers épisodes, ça tombe, y a rien, y a aucune intensité, c'est illogique. Pour finir sur un truc. Moi, je suis vraiment pas d'accord. Le dernier épisode, je trouve qu'il y a une bonne intensité. Le dernier épisode, c'est le meilleur épisode de la série. C'est ça, le dernier épisode, il est super bien. C'est juste genre les 15 dernières minutes où les mecs, ils se sont dit, il faut qu'on termine la série, et ils ont fait n'importe quoi sur les 15 dernières minutes. C'est ça que j'appelle la fin de la série. Oui, d'accord. Les 15 dernières minutes, mais sinon, le dernier épisode, moi j'étais à fond. Le dernier épisode, j'étais là, il est super bien en fait. Et puis, c'est dommage que les 15 dernières minutes il faut c'est ça le problème. Mais bon, du coup, c'est pas grave, tu vois, parce que tu te dis, enfin, moi je reste quand même sur une super bonne impression de Dexter sur la durée. Je me dis, bon voilà, ils ont fait de la merde à la fin parce qu'ils voulaient terminer, ils ont mal terminé leur truc. Mais c'est pas. En fait, il y avait un scénariste qui avait prévu une autre fin à la base. Mais attends, laisse-moi finir. Mais c'est globalement, c'est parce que moi je trouve que c'est parce que tu retiens de Dexter, c'est pas tu retiens pas la fin. Moi je retiens le fait que j'ai passé. Moi je retiens que j'ai bien aimé, enfin, c'était vachement cool. Et après, je trouve que je retiens quand même que ça s'est perdu après. Ouais, c'est clair que moi aussi. En fait, sur la longueur, j'ai plutôt une mauvaise impression de Dexter. Je suis pas aussi catégorique parce que par exemple moi la saison 6 je l'ai trouvé très bien, tu vois, donc tu peux pas dire ça s'est perdu sur la durée parce que la saison 5 est moins bien et la saison 6 pour moi mais genre, vraiment la saison 5, la 7 et 8 sont quand même inférieurs. La 7 et 8 ouais un peu. Après la 7 le truc c'est qu'il y avait à la fin de saison 6 il y avait un truc qui promettait à mort sur la suite et ça a été mal saisi dans les saisons suivantes et c'est ça le problème c'est un peu le point de déclenchement. C'est pourquoi ils auraient dû se focaliser avec une meilleure écriture pour vraiment faire un truc profond, intelligent et tout, mais ils ont préféré faire aborder ce truc un peu intelligent, mais me foutre plein de trucs classiques à côté pour que genre dynamiser, genre enfin à partir de la saison 7 t'as l'impression qu'ils ont eu un partenariat avec un strip club parce que genre par épisode il y a au moins 3 meufs à poil pour rien, enfin genre j'avoue c'était impressionnant quoi. Alors qu'avant il y avait pas ça, tu vois, c'était vraiment venu d'un coup dans la série, genre il y en avait un peu, tu vois, mais genre mais normal quoi. Mais mais c'est vrai que d'un coup il y en avait beaucoup plus. Et c'était pas forcément désagréable. Mais ils ont gâché la narration avec plein de trucs qui servaient à rien alors qu'il y avait un fond qui était super intelligent. Je me dis, avec la même écriture que Breaking Bad, la fin de Dexter avec les 2 dernières saisons avec l'arc qu'ils avaient, ça aurait pu être excellent, mais ils ont tout gâché pour moi. C'est ça le problème. Mais pour moi, de toute façon, je reste vraiment sur une impression positive sur Dexter de manière générale. C'est clair que. Puis, par exemple, typiquement, on a fait Lost avant, tu vois, typiquement, Lost, je trouve que vraiment, moi, je reste sur une impression assez négative parce que, du coup, tout ce qui est fin et tout, ça influe trop sur le reste de la série. Enfin, ça explique vraiment la série, etc. Alors que Dexter, tu peux dire, bon, la fin, c'est de la merde, tant pis, je l'oublie. Et finalement, tu restes, il y a plein de saisons qui sont super bien et
les acteurs sont super cool et j'ai vraiment adoré regarder Dexter, tu vois, alors que je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup de séries, tu vois. Donc finalement, je reste quand même sur un priori super positif malgré les déceptions qui ont fait. C'est vrai que Dexter c'est bien, c'est une ambiance, et la musique de Daniel Leach elle est excellente. Et puis tu peux regarder chaque saison, tu peux le regarder indépendamment quoi, enfin dans l'ordre quand même. Mais oui, bien sûr, mais quand même chaque saison. Je veux dire, quand t'as fini une saison, t'as fini un arc de Dexter, tu peux attendre. Bon après généralement si tu regardes la saison 6, tu regardes la saison 7 par exemple. Oui. Comme ça. La 4, tu regardes la 5. Oui aussi. C'est pas dommage. Voilà. Voilà, je pense moi une série que je conseille quand même. Moi aussi, mais plus pour le début que pour la fin. Enfin, en gros, je pense que c'est une série à regarder par curiosité, mais qui est pas forcément. Enfin, voilà, faut savoir que. D'accord. On va discuter. Vous savez maintenant. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Donc c'est une série qui a été démarrée il y a pas mal de temps, enfin dans les années 90, fin des années 90. C'est une série de 13 tomes écrite par Lemony Snicket. Donc c'est un pseudonyme utilisé par Daniel Handler, qui est un écrivain anglais. Quel intérêt de faire ça juste... ça a une non mais ça, en fait ça a une implication directement dans le scénario, mais je vais en reparler un petit peu après. Donc c'est une série de 13 tomes que j'ai découverte il y a à peu près une dizaine d'années, à la sortie du film à peu près. Il y a non, ouais, j'avais 10 ans à l'époque. Donc j'ai découvert un petit peu la série par le biais du film, parce que quand j'étais plus petit, j'adorais Jim Carrey, et donc vu qu'il y avait un film qui mettait en scène Jim Carrey, il est partiellement cool dans ce film. voilà, donc du coup j'étais vraiment intrigué, j'ai vu les films. Et en fait, il y avait tu t'es fait spoiler jusqu'à le tome 6, alors que ça peut être trop prometteur. Bah, tu sais, moi je m'en foutais un peu, mais bon, enfin. Ouais. Donc, du coup, en gros, ce qui se passait, c'est que. J'avais vu le film. Et ce qui était intéressant, c'est que dans ma classe, ce qui faisait assez régulièrement, les professeurs avaient entamé un truc où genre tu présentais des livres devant toute la classe. C'était vraiment c'était en primaire. Non mais vraiment c'était en CM2, et c'était en gros tu présentais des livres devant toute la classe. C'était vraiment intéressant parce que du coup ça te forçait à prendre la parole et à t'habituer un petit peu. Le Juliette Society. Ça serait déjà Serge Brussolo. Ça serait du Montmartier. Ça serait déjà une chaud, tu vois. Et donc du coup j'ai redécouvert un petit peu cette série par les livres, parce que du coup à l'époque je lisais pas trop les livres, je lisais les Harry Potter parce que ils étaient pas tous sortis en fait, voilà, à l'époque. Et donc du coup je me suis lancé dans la lecture de la série, voilà, exactement. Donc il y a 13 tomes, dans chaque tome il y a 13 chapitres, et dans ces chapitres il y a évidemment des lettres, des 13 lettres, non 13 lettres, 13 mots par non mais voilà, ce qui est vraiment alors de quoi est-ce que ça parle au final, cette série? C'est en fait c'est vraiment quelque chose qui se construit au fur et à mesure du. En gros, voilà, en gros. Des orphelins. Alors, donc voilà, c'est des orphelins. Enfin, j'ose émettre l'hypothèse. Donc à l'origine. Est-ce qu'au début de l'histoire, leurs parents meurent, ça? Alors, donc. Je connais absolument pas l'histoire, donc. Alors, donc, à l'origine, tout comme dans le film, les orphelins, les enfants Baudelaire, en fait, sont sur la plage, etc. Et puis il y a quelqu'un un oncle éloigné de leur famille, qui vient leur annoncer que leurs parents sont morts dans un incendie dans leur maison. Donc c'est à ce moment-là que vraiment ça commence ça va de pire en pire en fait. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que ça part d'un postulat de départ qui est vraiment un peu particulier. Du coup ils vont avoir des tuteurs en fait. Voilà, c'est ça. Ils vont le placer chez quelqu'un de leur famille. Exactement. Et dans les premiers temps en tout cas c'est comme ça. Et genre à chaque nouveau tome ils vont le placer chez quelqu'un d'autre de leur famille. Voilà. Parce qu'à chaque fois ça se passe mal, il y a un problème. Voilà, donc le premier, justement, cette personne, cet oncle éloigné qui est banquier, il arrive auprès d'eux et puis il leur dit oui, il y a vos parents qui sont morts, donc je vais vous mettre sous tutelle de quelqu'un de votre famille. Évidemment, c'est une grande famille, les voilà, c'est une famille très riche et très grande. Surtout eux, en fait, surtout les gamins, ils ont un héritage de ouf. C'est ça, voilà. Et évidemment, donc il y a 3 personnages, donc il y a Violette, Klaus et Sonny. Sonny qui a un bébé et Klaus qui a à peu près 14-15 ans, je crois, et Violette qui a. Et donc Violette, en fait, ce qui se passe, c'est que elle a
quasiment la majorité. Je sais plus si c'est la majorité aux États-Unis ou en France. Enfin bref. Et donc du coup, elle est sur le point de toucher son héritage, mais vu que elle est pas tout à fait majeure, elle peut pas toucher son héritage et elle peut pas prendre en charge ses frères et sœurs, quoi. Donc les gens de la famille vont essayer de s'approprier. Donc c'est pas tellement ça en fait. C'est vraiment, en gros, on va les mettre sous tutelle. Tu as dans le premier tome, tu vas découvrir, voilà, exactement, tu vas découvrir le premier tuteur qui est le pire en fait. C'est le comte Olaf. C'est pour ça que le premier, voilà, le comte Olaf, c'est le premier. Vu que le premier tome s'appelle Tout commence mal, le comte Olaf, c'est le premier tuteur et c'est vraiment le pire. C'est vraiment un personnage qui est très récurrent dans la série. Son objectif en fait, c'est vraiment de toucher l'héritage. Donc du coup, mais ça va vraiment être l'un des rares personnage à toucher l'héritage, uniquement à vouloir toucher l'héritage en fait. Oui, et donc en fait quand on met les enfants sous tuteur, on leur dit oui, c'est des personnes de votre famille. Et les enfants ils comprennent pas parce que il y a des oncles qui sont beaucoup plus près, il y a des oncles, il y a des cousins, il y a des grands-pères et des personnes comme ça qui pourraient les prendre en charge. Mais en fait, pour éviter de les déboussoler, Monsieur Poe, qui est justement leur espèce de gardien, en fait, c'est-à-dire qu'il va prendre en charge leur tutelle, en fait, mais sans vraiment les prendre sous son toit. En gros, il va les mettre vers les tuteurs qui sont les plus proches géographiquement de là où ils habitaient, en fait. D'accord. Ce qui est complètement débile parce que, en fait, en gros, le comte Olaf, par exemple, c'est un lointain cousin des parents, donc c'est au 6 ou 7e degré, je sais plus. Ouais. Enfin voilà, et donc du coup, à chaque fois, ça va être des tuteurs différents, mais qui sont vraiment de la famille très très éloignée. Je trouve que ce que j'aime bien dans ces bouquins, c'est qu'à chaque fois, dans chaque nouveau bouquin, au début, tu découvres un nouveau tuteur et ils ont tous un truc spécial. Exactement. Et les bouquins sont relativement courts, c'est pas très long. Du coup, c'est bien intense. Oui, voilà. Donc chaque tome en fait écrit. J'ai lu les 6 premiers. Voilà. Parce que ça, évidemment, c'est sorti les 3 premiers. Évidemment, le film retrace à peu près l'histoire des 3 premiers en spoilant jusqu'au 6. Ouais, mais c'est pas quelque chose. D'avoir lu le 6 avant de voir le film. Moi perso, ça m'a pas trop gêné, mais bon, bref. Et donc voilà, donc ça c'est une édition spéciale avec les 3 premiers tomes rassemblés. Et donc tu vas vraiment, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je sais plus si je me souviens, j'avais lu les tomes il y a pas mal de temps. Je sais plus si ça aborde vraiment la question des adultes qui n'écoutent vraiment pas les enfants. Et de l'homoparentalité aussi. Non. Je crois qu'il y a un épisode comme ça d'ailleurs. Enfin, il y a un tome comme ça. Bref. Et donc, du coup, en fait, ce qui est vraiment très très intéressant. Ce qui est vraiment très très intéressant, c'est que en gros, ça va aborder le thème des adultes qui n'écoutent vraiment pas les enfants. C'est-à-dire que les enfants vont vraiment vont vraiment dénoncer par exemple les horreurs que font le comte Olaf, parce qu'il est vraiment horrible au niveau de son personnage. C'est lui qui incarne Jim Carrey dans le film. Voilà. Et donc en fait, mais personne ne les écoute. Monsieur Poe ne les écoute pas. Enfin, tous les tuteurs suivants ne les écoutent pas, à l'exception d'un seul à la limite. Donc voilà, à l'exception du tuteur dans le laboratoire au serpent, donc dans le 2e tome. Et le truc, c'est que, c'est vraiment très très intéressant. Il y a aussi, le comte Olaf, comme on disait tout au début, c'est un méchant très très récurrent en fait dans cette série. Donc du coup, tu vas le retrouver dans tous les tomes à peu près. C'est le méchant de la série, quoi. Voilà, mais c'est vraiment très très intéressant parce qu'en fait, le comte Olaf, sa particularité, c'est qu'il adore se déguiser en fait. Ouais. Et c'est un acteur en fait dans une troupe de théâtre, et donc du coup, il adore se déguiser et il adore incarner d'autres personnages. C'est pour ça qu'en fait, tu le retrouves dans l'épisode suivant, parce qu'en fait, même s'il a perdu la tutelle, après il va se repasser pour quelqu'un d'autre pour se rapprocher des enfants. Genre, il va essayer par exemple, sur Ouragan sur le lac, il va se faire passer pour un marin et il va essayer de séduire la femme qui est leur tutrice, pour du coup débloquer, avoir accès à l'héritage en fait. Donc c'est tout bête, mais au final, c'est vraiment intéressant. Et au final, moi, il y avait un truc qui m'avait vraiment marqué. Cette série, en fait, quand je la lisais, j'en décrochais pas d'une semelle, parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de suspense, c'est vraiment bien écrit. Tu peux lire ça même quand t'as 10-11 ans, tu vois. Il y a pas de souci. C'est écrit gros, etc. Mais... Ouais, voilà, 234 pages, ça se lit en 2 jours. Voilà, c'est ça. Non, mais vu la taille des caractères... Vraiment, mais c'est... En tout cas, c'est...
enfin voilà, ce que je voulais dire, c'est que le comte Olaf, en fait, tu vas apprendre à le craindre, parce que du coup, tu vas vraiment t'as la menace de savoir où est-ce qu'il est, ou qu'est-ce qu'il fait. C'est ça, en fait. Dès que tu vas rencontrer un nouveau personnage, tu vas te dire, est-ce que c'est le comte Olaf, est-ce que c'est pas le comte Olaf, etc. Et dans le fait que il y ait... et dans le fait que justement il y a les adultes n'écoutent pas les enfants, ça se voit aussi dans le fait que par exemple les enfants vont dire mais c'est le comte Olaf là, c'est vraiment flagrant, il joue mal, enfin il a un mono-sourcil alors que enfin c'est un faux tatouage ou des choses comme ça, tu vois. J'aime le comte Olaf. Et donc en fait, enfin ça va être vraiment flagrant pour les enfants et les adultes ne vont vraiment pas les écouter en fait. Et c'est vraiment, enfin ça remet en question en fait, ça c'est vraiment une morale qui est vraiment assez importante. Oui, c'est bien pour les plus jeunes, je pense. Après, non, même en étant vieux, tu prends vraiment ton pied parce que par exemple il y a vraiment tout un background qui est vraiment très enrichi. Il y a vraiment il y a une association que tu apprends au bout d'un certain moment, une association dans laquelle faisaient partie les parents des orphelins Baudelaire, une espèce de collectif en fait qui justement c'était c'est une espèce d'association en fait qui se bat contre les incendies en fait qui sont enfin les incendies un petit peu étranges qui sont enfin les incendies qui sont pas vraiment des accidents en fait. Ouais, comme par hasard, sont incendiés. Voilà, exactement. Et donc du coup enfin t'as un background par rapport à ça, t'as des personnages qui vont s'intégrer par rapport à ça. Oui, et donc Lemony Snicket, comme je disais au début de cette partie dédiée à cette série, c'est que Lemony Snicket va s'intégrer même en tant que personnage. C'est-à-dire que enfin tu vas l'apprendre au fur et à mesure des bouquins, mais enfin sans trop spoiler, mais en gros il va avoir une importance dans le récit. Est-ce qu'il va rencontrer les enfants, on ne sait pas, peut-être. Enfin voilà, en tout cas il fait partie intégrante du récit et donc évidemment enfin c'est pour ça que le pseudo est vraiment utilisé. Okay. Voilà, c'est pas vraiment en vain. Évidemment il y avait tout un mystère par rapport au personnage, c'est-à-dire qu'il envoyait il envoyait ses manuscrits, enfin c'est expliqué dans le film en fait. Il envoyait ses manuscrits anonymement, donc via ce pseudo par courrier, sans laisser vraiment de traces. Donc du coup l'éditeur laissait vraiment pas. En gros c'est genre les livres c'est quelqu'un qui balance l'histoire et qui c'est ça. Et donc du coup elles sont publiées au fur et à mesure quoi. Et donc au final, qu'est-ce que je retiens de cette série, c'est que vraiment j'ai vraiment adoré chaque page que j'en ai lu. Il y a pas, il y a juste peut-être Cauchemar à la Syrie que j'ai moins apprécié. Et Cauchemar à la série et Piège au collège, c'est ceux que j'ai le moins apprécié parce qu'il n'y a pas vraiment de tuteur en fait sur ces épisodes-là. C'est vraiment, par exemple, Cauchemar à la série, c'est le tuteur, c'est le directeur d'une série. Piège au collège, c'est le proviseur d'un collège quoi en fait. Et donc du coup en fait tu vas moins t'attacher au tuteur, etc. Donc du coup ça entame quelque chose d'assez nouveau. Et à partir du 7e ou 6e tome, Violette va vraiment va obtenir sa majorité. Et donc du coup à partir de ce moment là, parce qu'elle est à 2-3 mois de sa majorité quand ses parents meurent, donc du coup dès qu'elle obtient sa majorité, ça fait un ça fait un non, je sais pas, j'en sais rien. Ou alors on ne dit pas. Non mais ça entame c'est un nouveau cycle. Voilà. Ça entame un nouveau cycle en fait. Voilà, ça renouvelle la série et c'est ça qui est vraiment bien. Et vraiment, moi c'est un des rares livres qui m'a vraiment une des rares séries en tout cas. Un livre que t'as vraiment lu. J'ai lu une 50aine de livres à peu près, mais bon voilà. Et vraiment, en même temps quand on a 13 déjà ici. Forcément. Mais non, c'est vraiment. Des livres qu'il a lu. Non, mais c'est vraiment. C'est vraiment un des rares livres sur lesquels je passais les nuits blanches parce que vraiment j'étais vraiment accroché au livre. Parce que moi quand je les ai lus, je sais pas quel âge j'avais, genre 13 ans, j'avais adoré aussi. Et j'ai jamais pu finir la série parce que, je sais pas, après j'ai arrêté de les lire, mais j'ai toujours voulu lire la suite et la fin. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. C'est une série que je recommande très chaudement. Et même de nos jours, je pense qu'on peut apprécier, mais c'est le genre de lecture que tu lis, pour tous les temps, pour lire une petite aventure. C'est une lecture un peu passive. Une petite lecture, c'est une bonne histoire, je pense, et tout. Et après, c'est difficile de juger avec un regard de maintenant, c'est pour un lecteur de 20 d'années. Mais je sais que par exemple ma mère avait adoré, tu vois, par exemple, tu vois, donc je pense que tu peux aussi apprécier. Tu peux lire avec 12 ans ou 80 Non, mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est une série que je recommande chaudement parce que c'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous prendre au trip. Et puis même, le film sert vraiment de complément, c'est une adaptation.
Et Enfin, je le revois le film. le film, J'ai tellement enfin, pas aimé la sortie. bah, le film entame quelque chose d'assez différent. On parlera du film. Donc voilà, évidemment dans une autre chronique. Donc voilà. Donc aujourd'hui on vous présente Kalafina. Alors l'album After Eden, qui n'est pas forcément que celui que je conseille le plus, mais c'était le seul qui était Pourquoi tu te disponible quand je l'ai acheté au Japon, puisqu'il n'est pas commercialisé en France. Mais t'es pas allé à la Fnac là-bas Non. Est-ce qu'on peut quand même l'écouter depuis la France? On peut l'écouter, oui, grâce à certains. Ah oui, là le CD est plutôt joli. Ouais, certains sites de. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors en fait, brigands, pourquoi j'en parle spécialement de ce groupe? Parce que c'est un groupe qui a été créé par ma compositrice vraiment préférée, qui a composé pour des animés qui sont extrêmement connus aujourd'hui, qui ont fait le buzz, par exemple Mao Shoujo Madoka Magica, c'est elle qui a fait la musique, ou encore Sword Art Online qui est sorti l'an dernier, qui est un peu plus connu, qui est supra connu et qui est très mauvais. Mais bon, passons sur ça. Passons sur ça, on reviendra là-dessus un autre jour. Alors en fait, Kalafina, c'est un groupe qui encore une fois se base énormément sur l'aspect lyrique des chansons. C'est avec 3 chanteuses. C'est un groupe japonais. Hein. C'est un groupe japonais, oui. Donc ils chantent en japonais. Félicitations. Est-ce qu'il y a des mots en anglais ou pas? Oui, vraiment... elles tentent de temps en temps en anglais, mais c'est pas ça encore. D'accord, okay. En fait, elles sont aussi connues pour la musique, pour principalement la musique Oblivious. Ouais. Oblivious, qui est une musique relativement connue, donc si bien sûr on s'intéresse à la Japanimation. Ouais. Donc forcément, ici, bof. Mais je trouve que l'intérieur c'est super parce qu'il y a de beaux dessins. Ouais, même les petites inscriptions. Oui, c'est les paroles. Là. Oui, c'est fantastique. Donc en fait, c'est un groupe qui est extrêmement lyrique aussi, mais qui fait une très belle part à la musique. C'est-à-dire que dès qu'elles vont chanter, il y a une grande part qui va être la part la plus importante va être donnée à la voix, mais il va y avoir dans tous les morceaux une partie orchestrale très importante, dominée par un violon, et très souvent dominée par violon, piano et de temps en temps la guitare électrique qui vient dedans. Mais il faut savoir que c'est un groupe qui essaye aussi énormément de choses. On va avoir plein de sonorités différentes, des trucs même. En fait, la particularité du Kikajiura, c'est qu'elle mélange, elle brasse plein de choses, et au final, ça donne un projet qui est super intéressant. Et justement, Kalafina, c'est un petit peu le point d'orgue de tout ça, puisqu'elle avait déjà fait un groupe qui s'appelait Fiction Junction, qui était un peu plus générique. Fiction Junction. Ok. Junction. Oui, c'est ça. En anglais. Et là, Kalafina, vraiment, on a l'impression que c'est ce qu'elle voulait faire depuis le début, c'était mettre des chanteuses lyriques en avant. Et pour le coup, Kalafina, c'est assez fantastique, ça fait voyager. Par contre, il y a beaucoup de chansons qui sont en deçà du reste. D'accord. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment qui vont être superbes et beaucoup d'autres qui vont être clairement en dessous, que ce soit au niveau musical ou au niveau chant. Qui transportent pas assez en fait, qui même si elles montent au niveau de la voix et au niveau de l'intensité dans la musique dans l'ensemble reste relativement plate. Là c'est un peu le problème avec l'album After Eden, c'est qu'il y a quelques musiques qui sont vraiment superbes, mais vraiment fantastiques, et en fait ça fait qu'elles étouffent le reste de l'album. D'accord. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Elles sont tellement bonnes qu'on va revenir dessus, et le reste de l'album on va l'oublier, et finalement ça restera qu'une anecdote. Après, ça dépend, par rapport aux autres musiques. Après généralement ça dépend aussi de ta manière d'écouter, parce que moi typiquement à chaque fois que j'écoute un album, j'écoute l'album en entier, même s'il y a des tracks qui me plaisent moins, je l'écoute en entier, tu vois. Ouais, mais là tu vois, il y a des tracks qui sont faibles. Oui. Il y a vraiment des tracks que tu trouves beaucoup plus faibles, où t'as aucun scrupule à passer la musique. Donc du coup c'est pour ça que je conseille plus l'album qui s'appelle Red Moon, de Kalafina aussi, mais c'est assez difficile à trouver sur YouTube aussi si vous voulez écouter des chansons comme ça. Il y en a quelques-unes bien sûr, mais c'est beaucoup plus difficile. Oui, vu que c'est pas commercialisé internationalement. Par contre, Kalafina, elles ont fait aussi ce qu'on appelle les openings d'animés. Elles ont fait le deuxième opening de Fate Zero, qui est relativement connu comme animé, et dernièrement elles ont fait celui de Aldnoah. Super chiant à prononcer, Aldnoah 0. D'accord. Voilà, donc si vous voulez un petit peu écouter des samples entre guillemets de 1 minute 30, puisque les openings c'est 1 minute 30, voilà, vous écoutez ça, ou alors vous écoutez l'ending de Mao Shoujo Madoka Magica, qui est mon animé préféré, dont je reparlerai dans une autre interlude culturelle. Exactement. Enfin voilà, pour l'instant, c'est un groupe que je conseille pas sur tous les albums, mais qui est quand même relativement intéressant au point de vue de la découverte. Tenu à cœur. Juste pour c'est quand ça, celui-là, je crois qu'il est sorti en 2011, un truc dans le genre. D'accord, c'est relativement récent. Ok, voilà.
Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette interlude culturelle. On espère comme d'habitude que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et bien sûr à conseiller des œuvres. Si jamais vous avez vu les œuvres ou lu. Sachez qu'on est ouvert à la discussion comme d'habitude. Vous pouvez laisser un commentaire en bas, nous conseiller d'autres œuvres. Voilà. Et en attendant, nous on vous dit à dans 2 semaines. N'hésitez pas à vous abonner. Ça.